Cher Olivier. Chère Margarita, comédien est un traducteur. Alors, traducteur de quelle langue vers quelle langue? Eh bien, c'est très simple. Le comédien qui s'exprime en langue française, on va dire, est un traducteur de la langue écrite vers la langue orale, vers la langue parlée. Et là c'est assez... ce médium qu'est le comédien est un instrument, donc un outil, enfin comme un dictionnaire français parlé, français écrit. C'est un médium essentiel pour la transmission. C'est-à-dire que le comédien est un passeur et effectivement il utilise pour ça sa voix comme effet de traduction. Prenons donc d'abord le cas d'un texte qui serait inconnu du spectateur. Le comédien a pour fonction essentielle de donner à entendre, donner à découvrir ce texte. Bon, il y a d'autres situations, si on va écouter un Molière, un Shakespeare ou un Racine, il est possible qu'on connaisse le texte au préalable. Mais enfin, ce qui m'intéresse là, c'est de parler de textes contemporains qu'on irait découvrir au théâtre. Et par conséquent, le comédien est essentiel parce qu'il a au départ un support qui est écrit, qui est l'esprit de l'auteur. Et puis après, il s'exprime par sa voix et donc il doit le traduire, il doit donner à entendre, il ne doit pas fatiguer la voix, il doit porter la voix, il doit la pousser, il doit la varier, la moduler, la faire chanter, donner ses états d'âme. Voilà. Par exemple, en ce moment, nous travaillons sur W, une adaptation de W ou Souvenir d'enfance de Georges Perec. Le titre à la scène, ce sera tout simplement W. Et W, bon, ce n'est pas un texte très connu, disons, du public. En tout cas, il est totalement inconnu du public de théâtre, puisqu'il n'a jamais été adapté au théâtre. Et donc, les quatre comédiens, qui sont quatre voix de Georges Perec, quatre voix des âges différents de Perec, ont une fonction essentielle. Cette fonction, c'est effectivement une espèce de traduction. Il faut à la fois faire passer ce texte et puis le traduire d'une langue écrite qui est parfois longue, alambiquée, avec des phrases qui ne sont pas forcément très fluides ou très élégantes. Et nous sommes sur scène, donc on doit les défendre. C'est-à-dire que lorsqu'elles sont compliquées, on doit faire comme si elles ne l'étaient pas trop, pour que le public entende le fond du propos. Voilà, donc comédien égale passeur, comédien égale traducteur. Voilà, essentiellement, on a là la fonction du comédien. Si je prends matérialité au sens de matière, et comme je l'ai dit un peu plus haut, matière égale matériaux, je vais parler un tout petit peu du beau présent. Le beau présent, donc, c'est un poème adressé à une personne. On utilise pour ça le prénom et le nom de la personne. On l'écrit en haut de la page. Ça nous donne un certain nombre de lettres. Et le beau présent est un cadeau, un beau présent que l'on fait à ce dédicataire en lui offrant un texte. Ce texte va parler de la personne qui est le dédicataire du poème. Et ce texte va être écrit uniquement avec les lettres qui constituent le prénom et le nom du dédicataire. C'est très difficile, c'est très long, il faut être très patient pour écrire un beau présent, et on se heurte en tant qu'auteur, compositeur, poète, on se heurte à la résistance du matériau. Ça, c'est important comme notion, surtout à l'Oulipo, parce que là, il s'agit de contraintes dures, une contrainte où le matériau résiste et nous forçons le texte à émerger. C'est presque un accouchement, au point qu'on n'endort pas la nuit, ou plus parfois on se réveille un matin en songeant simplement à un mot. Oui, ce mot est possible, ça c'est très très fréquent, ou un petit bout de phrase. Ah, je peux écrire ce petit bout de phrase, tellement les lettres ont circulé, les seules lettres permises ont circulé durant toute la nuit dans le cerveau, et on se réveille avec des intuitions, avec des mots, voilà. Et donc là, la résistance du matériau est une notion très oulipienne et à laquelle je suis très sensible. C'est-à-dire que l'Oulipo permet l'émergence de textes qui ne seraient jamais apparus, qui n'auraient jamais accouché sans l'invention de l'Oulipo.